Bonsoir, bienvenue sur la voie de Morgane. Alors, ce soir je tourne en rond, j'ai beaucoup de lectures assez dramatiques à côté de moi. Et finalement non, j'ai décidé de commencer ce livre dont je vous parle depuis des mois, un livre un peu plus léger, en tout cas j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'il promet. Et il m'avait été recommandé par une des personnes qui m'a écouté, en tout cas qui m'a écouté. Donc, merci beaucoup. Enfin, je dis merci avant, il vaut mieux dire merci avant, on ne sait jamais sur quoi, ce que ça va donner. Mais non, je plaisante, mais merci beaucoup. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà, je découvre avec vous, mais ça avait l'air trépidant, c'est tout ce que je peux dire. Pardon, c'est le seul mot qui m'est venu en tête. Jérôme K. Jérôme, 3 hommes dans un bateau, sans parler du chien. Traduction d'Eoda Serval. Pardon, je passe l'introduction. Vous savez mon amour pour les introductions, surtout, vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs. Mais non, je n'aime pas lire les introductions, surtout avant de lire les livres. Je suis souvent un peu trop déçue du contenu des introductions qui dévoilent tout le mystère de l'œuvre. Voilà. 3 hommes dans un bateau. Préface à la première édition. La principale beauté de ce livre est moins dans son style littéraire ou dans l'étendue et l'utilité des informations qu'il transmet que dans sa pure et simple véracité. Ces pages constituent un document rapportant des événements qui se sont réellement produits. On n'a rien fait d'autre que leur donner de la couleur, et pour cela aucun supplément n'est réclamé. George, Harris et Montmorency ne sont pas des idéaux poétiques, mais des choses de chair et de sang, particulièrement George qui pèse environ 75 kilos. Il se peut que d'autres œuvres l'emportent sur celle-ci en profondeur de pensée ou en connaissance de la nature humaine, que d'autres livres l'égalent en originalité et en dimension. Mais pour ce qui est de l'incorrigible et incurable véracité, on n'a encore rien découvert qui puisse la surpasser. C'est cela, plus que ces autres attraits, qui, nous le pensons, rendra ce volume précieux aux yeux du lecteur sérieux et donnera encore plus de poids à la leçon contenue dans cette histoire. Londres, août 1889. Chapitre 1. 3 égrotants, les symptômes de George et de Harris, atteints de 107 maladies mortelles, remèdes utiles, pour guérir les maux de foie chez les enfants, nous convenons que nous sommes surmenés et avons besoin de repos. Une semaine sur les ondes houleuses, Georges propose la Tamise, Montmorency présente une objection. La proposition initiale est votée à une majorité de 3 contre 1. Je crois que c'est le menu. Nous étions 4. Georges, William Samuel Harris, moi-même, et Montmorency, mon fox terrier. Réunis dans ma chambre, nous fumions en causant de notre mauvais état, mauvais du point de vue médical bien entendu. Nous nous sentions mal fichus tous les 4 et cela commençait à nous inquiéter. Harris proclama qu'il éprouvait parfois de singuliers accès de vertige et ne savait plus très bien ce qu'il faisait. Et alors Georges nous confia que lui aussi avait parfois la tête qui tournait et ne savait plus très bien ce qu'il faisait. Pour moi, c'était mon foie qui fonctionnait mal. Je savais que c'était mon foie qui fonctionnait mal, parce que je venais justement de lire une réclame de pilule pour le foie dans laquelle se trouvaient détaillés les divers symptômes permettant de reconnaître qu'on a le foie détraqué. Je les présentais tous. C'est une chose bien curieuse, mais je ne peux pas lire une réclame de spécialité pharmaceutique sans être amené forcément à conclure que je souffre précisément du mal en question sous la forme la plus dangereuse. Le diagnostic me paraît chaque fois correspondre exactement à tous les symptômes que je ressens. Je me rappelle être allée un jour au British Museum pour me renseigner sur le traitement d'une légère indisposition dont j'étais atteint. Il s'agissait, je pense, du rhume des foins.
On m'apporta le bouquin et je lus tout l'article que j'étais venue consulter. Puis, dans un moment de distraction, je tournai les pages sans y penser et me mis machinalement à étudier toutes les maladies l'une après l'autre. Je ne sais plus par laquelle je commençais, c'était en tout cas un fléau terrible et dévastateur, mais avant même d'avoir parcouru la moitié de la liste des symptômes prémonitoires, j'étais convaincue fermement que je l'avais bel et bien attrapé. Je restais tout d'abord glacée d'horreur. Puis, dans l'abandon du désespoir, je me remis à tourner les pages. J'arrivai à la fièvre typhoïde, lus les symptômes, découvris que j'avais la fièvre typhoïde, que je devais en souffrir depuis des mois sans m'en douter, me demandais est-ce que je pouvais bien l'avoir encore, arrivai à la page de la danse de Saint-Guy et constatais, comme je m'y attendais, que j'en étais également atteint. Mon cas devenait intéressant. Je résolus de tirer la chose au clair et repris depuis le début par ordre alphabétique. Lus l'article consacré à l'alopécie et appris que je l'avais déjà contracté et que la période aiguë se déclarerait dans une quinzaine environ. Le mal de Bright, je fus soulagée de le voir, je n'en souffrais que sous une forme bénigne et à cet égard je pouvais vivre encore des années. Le choléra, je l'avais avec des complications graves. Et quant à la diphtérie, je devais en être atteint de naissance. Je piochais consciencieusement les 26 lettres de l'alphabet d'un bout à l'autre. Et pour conclure, la seule maladie que je n'avais pas était l'idarthrose des femmes de chambre. Je m'en sentis un peu vexée au début. Pourquoi n'avais-je pas l'idarthrose des femmes de chambre ? Pourquoi cette restriction jalouse ? Cela me semblait quasi injuste. Mais au bout d'un moment, des sentiments moins accapareurs l'emportèrent. Je réfléchis que je collectionnais déjà toutes les autres maladies connues de la pharmacologie et, devenant moins égoïste, je me résignais à me passer de l'idarthrose des femmes de chambre. La goutte, sous sa forme la plus pernicieuse, paraît-il, s'était emparée de moi à mon insu. Et la zymosis, j'en souffrais évidemment depuis mon adolescence. La zymosis étant la dernière maladie du livre, j'en conclus que je n'avais plus rien d'autre. Je restais à méditer. Quel cas intéressant je devais être du point de vue médical. Quelle acquisition je ferais pour un cours de professeur. Les étudiants seraient dispensés de courir les hôpitaux s'ils m'avaient à leur disposition. J'étais à moi seule tout un hôpital. Il leur suffirait tout bonnement de faire le tour de mon individu et après cela, ils pourraient obtenir leur diplôme. Je me demandais ensuite combien de temps il me restait à vivre. J'essayais de m'examiner. Je me tâtais le pouls, je ne réussis pas tout d'abord à le sentir. Puis tout d'un coup, il se mit en train. Je tirai ma montre et chronométrais ses pulsations. J'en trouvais 147 à la minute. J'essayais de tâter mon cœur. Impossible de percevoir ses battements. Il s'était arrêté. J'ai eu, depuis, des raisons de croire qu'il devait être là quand même et qu'il devait battre, mais je n'en répondrai pas. Je me tapotais sur tout le devant du corps, depuis ce que j'appelle ma taille jusqu'à ma tête, et j'allais un peu au-delà de chaque côté et je remontais un petit peu dans le dos. Mais je ne parvins pas à sentir ni à entendre quoi que ce fût. Je tâchais de regarder ma langue. Je la tirais le plus loin possible et fermais un œil pour essayer de l'examiner avec l'autre. Je ne pus en voir que le bout et la seule chose que j'y gagnais, ce fut de me persuader encore davantage que j'avais la fièvre scarlatine. En entrant dans cette salle de lecture, j'étais un homme heureux et bien portant. J'en sortis courbé en deux, à l'état de misérable épave. J'allais trouver mon médecin. C'est un de mes vieux copains qui me tâte le pouls, me regarde la langue et me parle de la pluie et du beau temps, le tout gratis quand je me figure que je suis malade. Je pensais que ce serait lui rendre service d'aller le trouver alors. Ce dont un docteur a besoin, me disais-je, c'est de pratique. Il aura ma personne. Il retirera de moi plus de pratique que de 1700 de ces vulgaires malades qui n'ont chacun qu'une ou deux maladies au plus. J'arrivai donc chez lui, tout fier, et en me voyant, il me dit « Eh bien, qu'est-ce que tu as ?» Je lui répondis « Je ne te ferai pas perdre ton temps, mon cher vieux, en te racontant ce que j'ai. La vie est brève et tu risquerais fort de trépasser avant que j'ai fini. Je préfère te dire ce que je n'ai pas.
Je ne suis pas atteint de l'idarthrose des femmes de chambre. Pourquoi l'idarthrose des femmes de chambre m'a-t-elle épargné ? Je ne saurais te le dire, mais le fait est que j'y échappe. Tout le reste, à part cela, j'en suis atteint. Et je lui contai en détail comment j'étais arrivée à cette découverte. Il me fit tirer la langue, y jeta un coup d'œil, et me saisit le poignet, et puis il me tapa sur la poitrine alors que je m'y attendais le moins. J'appelle ça prendre les gens en traître. Et tout de suite après, il colla son oreille. Après quoi, il s'assit, rédigea une ordonnance, la plia et me la remit. Je la glissai dans ma poche et m'en allai. Je ne l'ouvris pas. Je la portai au pharmacien le plus proche et la lui présentai. Il la lut et me la rendit. Il déclara qu'il n'avait pas cela. Je lui demandai « Vous êtes pharmacien ?» Il me répondit « Je suis pharmacien, en effet. Si j'étais une coopérative de vente et une pension de famille réunie, je serais peut-être capable de vous satisfaire, n'étant que pharmacien. Je me sens gêné. » Je lus l'ordonnance, elle portait 1 livre de beefsteak plus une panne de bière toutes les 6 heures, une promenade de 15 km tous les matins, un lit à 11 heures précises tous les soirs. Et ne te bourre pas le crâne de choses auxquelles tu ne comprends rien. Je suivis les instructions avec le résultat heureux, pour moi c'est-à-dire, de sauver ma vie qui dure toujours. Dans le cas présent, pour en revenir à la réclame des pilules pour le foie, j'avais indéniablement les symptômes, dont le principal est une aversion complète pour le travail sous toutes ses formes. Ce que je puis souffrir de cette façon-là, il n'est pas de mots pour le dire. Dès mes toutes premières années, j'en fus le martyr. Pendant mon enfance, cette maladie ne me quitta pas un seul jour. On ne savait pas que c'était la faute de mon foie. La science médicale était beaucoup moins avancée qu'aujourd'hui et on attribuait cela à la paresse. On me disait « Mais satané petit feignant, secoue-toi, tu ne feras donc jamais rien pour gagner ta vie !» On ne savait pas, bien entendu, que j'étais malade. Et au lieu de m'administrer des pilules, on m'allongeait des taloches. Et, si singulier que cela puisse paraître, ces taloches me guérissaient souvent pour 1 heure. Certaines de ces gifles ont eu plus d'effet sur mon foie et m'ont bien mieux inspiré le désir de me mettre à la besogne sur le champ que de ne faire à présent toute une boîte de pilules. Il ne faut pas frapper les enfants. Il en va souvent ainsi, voyez-vous. Les simples remèdes de bonne femme sont quelquefois plus efficaces que toutes les drogues d'apothicaire. Nous restâmes là pendant 1 demi-heure à nous décrire nos maladies les uns aux autres. J'expliquai à George et à William Harris l'état où je me trouvais en me levant le matin. Et William Harris nous raconta comment il se sentait quand il allait se coucher. Et George se mit debout sur le devant du foyer et se livra à une habile et expressive mimique démonstrative de ce qu'il éprouvait pendant la nuit. George, voyez-vous, s'imagine qu'il est malade. Mais en réalité, il n'a rien du tout. Nous en étions là quand Mrs. Poppets, notre logeuse, frappa à la porte pour savoir si nous étions disposés à souper. Nous échangeâmes un sourire amer et lui répondîmes que nous allions essayer tout de même d'avaler une bouchée. Harris ajouta qu'un petit quelque chose dans l'estomac tient souvent la maladie en échec. Mrs. Poppets nous apporta le plateau et nous nous mîmes à table pour grignoter un peu de rumsteak aux oignons et de tarte à la rhubarbe. Je devais être alors très affaiblie, car je me souviens qu'au bout d'1 demi-heure à peine, je n'avais plus aucun goût à manger, ce qui ne m'est pas habituel, et je m'abstins de fromage. Ce devoir exécuté, nous remplîmes nos verres à nouveau, allumâmes nos pipes et reprîmes la discussion sur notre état de santé. Ce que nous avions au juste, aucun de nous n'aurait su le dire. Mais l'opinion unanime fut que le mal, quelle qu'en fût la nature, était un résultat de surmenage. Ce qu'il nous faut, proclama Harris, c'est du repos. Du repos et un changement complet, affirma George. Le surmenage intellectuel a entraîné chez nous une dépression générale de l'organisme. Le changement de milieu, l'absence de la nécessité de penser rétabliront notre équilibre mental. George a un cousin qui prend d'habitude sur les procès-verbaux de police la qualité d'étudiant en médecine, ce qui fait que notre ami tient plus ou moins de famille sa façon doctorale d'exposer les choses.
Je pensais comme Georges, et je proposais de chercher un coin vieillot et bien tranquille, loin de la foule déchaînée, où nous passerions à rêver toute une radieuse semaine parmi des rues somnolentes. Un petit trou presque ignoré, caché par les fées, à l'abri du tumulte du monde. Un romantique nid d'aigle perché sur les falaises du temps, où l'on entend à peine, au loin, battre les flots tumultueux du XIXe siècle. Harris déclara qu'à son idée ce serait assommant. Il connaissait trop le genre de patelin que je voulais dire, où chacun va se coucher à 8 heures, où il n'y a pas moyen pour or ni pour argent d'acheter un référi et où il faut faire 15 kilomètres de marche pour trouver du tabac convenable. Non, dit Harris, si on veut du repos et du changement, rien ne vaut une croisière en mer. Je m'opposais fortement à la croisière en mer. Ce genre de sport vous fait du bien quand il doit durer 1 ou 2 mois. Mais pour une semaine, c'est nuisible. On part le lundi avec l'idée bien arrêtée qu'on va s'amuser. On envoie un adieu protecteur aux amis sur le quai, on allume sa plus grosse pipe et on fait le matamor sur le pont, aussi fier que si on était le capitaine Cook, Sir Francis Drake et Christophe Colomb réunis. Le mardi, on regrette d'être venu. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, on souhaiterait être mort. Le samedi, on est en état d'avaler un peu de bouillon, de s'asseoir sur le pont et de répondre avec un pâle et doux sourire quand des personnes compatissantes vous demandent si vous vous sentez mieux. Le dimanche, on recommence à circuler et à prendre de la nourriture solide. Et le lundi matin, lorsque valise et parapluie à la main, on se tient près de la rambarde prête à débarquer, on commence à aimer ça tout à fait. Cela me rappelle l'aventure de mon beau-frère lorsqu'il partit faire une petite croisière en mer pour sa santé. Il prit un aller et retour de cabine Londres-Liverpool. Et dès son arrivée à Liverpool, il n'avait plus qu'un désir, c'était de revendre son billet de retour. Ce billet, on l'offrit dans toute la ville, à ce qu'on m'a raconté, avec une réduction formidable. Et il fut à la fin adjugé pour 18 pence à un jeune homme de mine bilieuse à qui son médecin venait justement de recommander l'air de la mer et l'exercice. « L'air de la mer, lui dit mon beau-frère, en lui glissant affectueusement le billet dans la main. Mais mon bon, vous allez en avoir là pour toute votre vie. Et quant à l'exercice, vrai, vous prendrez plus d'exercice à rester assis sur ce bateau que si vous faisiez des sauts périlleux sur la terre ferme. » Quant à lui, mon beau-frère, il revint par le train en déclarant que le chemin de fer du Nord-Ouest était assez hygiénique pour lui. Un autre garçon de ma connaissance partit pour une croisière d'une huitaine le long de la côte, et avant le départ, le maître d'hôtel va lui demander s'il préférait payer chaque repas séparément ou régler d'avance un forfait pour la série entière. Le maître d'hôtel lui vanta cette seconde méthode comme beaucoup plus économique. Il dit qu'on le nourrirait toute la semaine pour 2 livres 5 shillings. Il ajouta qu'au petit déjeuner, il y avait du poisson, suivi d'une grillade. Le déjeuner était à 1 heure et comportait 4 plats. Le dîner à 6, potage, poisson, entrée, plat de viande, volaille, salade, entremets, fromage et dessert, plus un souper de viande froide à 10 heures. Mon ami gros mangeur décida de choisir la combinaison à 2 livres 5 shillings. Et c'est ce qu'il fit. Le déjeuner fut servi juste au départ de Sheerness. Il se sentait moins d'appétit qu'il ne l'aurait cru et se contenta d'une tranche de bouillie et de fraises à la crème. Il médita beaucoup durant l'après-midi. Tantôt, il lui semblait n'avoir rien mangé que du bouilli depuis des semaines, et à d'autres moments, il lui semblait n'avoir subsisté que de fraises à la crème depuis des années. Pas plus le bœuf que les fraises à la crème du reste ne semblait heureux. Il paraissait plutôt mécontent. À 6 heures, on vint prévenir mon ami que le dîner était servi. Cette nouvelle ne suscita en lui aucun enthousiasme. Mais il songea qu'il lui fallait en prendre pour son argent et, se cramponnant à des cordages et autres engins, il descendit au restaurant. Une bonne odeur d'oignons frits et de jambon chaud, de poissons frits et de légumes l'accueillit au bas de l'escalier. Le maître d'hôtel surgit avec un sourire patelin et lui demanda « Qu'est-ce que je puis apporter à monsieur ?»« Emportez-moi hors d'ici » répliqua l'autre d'une voix éteinte. On l'emmena au plus vite en haut, on l'accota, penché sur la lisse de tribord, et on le laissa là.
Les 4 jours suivants, il observa un régime simple et irréprochable de biscuits et d'eau de sels. Mais vers le samedi, il reprit le dessus et se mit au thé léger et au toast. Le lundi, il se gorgeait de bouillon de poulet. Il quitta le bateau le mardi et tandis que celui-ci s'éloignait du débarcadère, il lui lança un regard plein de regret. « Le voilà qui s'en va, dit-il, qui s'en va, emportant à son bord pour 2 livres de nourriture qui m'appartient et que je n'ai pas mangé. » Il affirmait que si on lui avait laissé 1 jour de plus, il en serait venu à bout. Je m'opposais donc à la croisière en mer. Non, comme je l'expliquais à cause de moi, je n'ai jamais le mal de mer. Mais je craignais pour Georges. Georges affirma qu'il supporterait fort bien la navigation et qu'elle lui plairait. Mais il nous conseillait, à Harris et à moi, de n'y pas songer, car il était persuadé que nous serions malades tous les 2. Harris déclara que, quant à lui, il n'avait jamais compris comment faisaient les gens pour être malades en mer. Il devait le faire exprès, par affectation. Et il ajouta qu'il avait souvent désiré l'être, mais n'y était jamais parvenu. Puis il nous conta des anecdotes sur une traversée du Pas-de-Calais qu'il avait faite un jour où la mer était si mauvaise qu'on avait dû amarrer les passagers sur leurs couchettes et que lui et le capitaine étaient les 2 seuls êtres vivants à bord qui ne fussent pas malades. Quelquefois, c'était lui et le second qui n'étaient pas malades, mais c'était généralement lui et un autre. Quand ce n'était pas lui et un autre, alors c'était lui tout seul. Fait curieux, personne n'a jamais le mal de mer, à terre. En mer, on rencontre des tas de gens très malades par plein bateau, mais je n'ai encore jamais rencontré personne à terre qui ait jamais su ce que c'est que d'avoir le mal de mer, où ces myriades de mauvais marins qui grouillent sur chaque bateau peuvent bien se cacher quand ils sont à terre. C'est pour moi un mystère. Si la plupart des gens étaient comme le citoyen que j'ai vu un jour sur le bateau pour Yarmouth, l'apparente énigme se résoudrait assez facilement. C'était juste en face de la jetée de Southend. Je me souviens, et il se penchait par un des hublots dans une position très dangereuse. Je m'approchai de lui pour tenter de le sauver. « Hé, rentrez-vous un peu, lui dis-je en le tirant par l'épaule, vous allez tomber à l'eau. »« Oh mon Dieu, je voudrais y être » fut la seule réponse que je pus obtenir de lui. Et je dus le laisser là. 3 semaines après, je le revis dans le bar d'un hôtel de Bath qui parlait de ses croisières et exposait avec enthousiasme son amour de la mer. « Si j'ai le pied marin, s'écria-t-il en réponse à un doux jeune homme qui le questionnait avec envie, eh bien, j'avoue que je me suis senti légèrement indisposé, mais une seule fois, c'était au large du Cap Horn. Le navire fit naufrage le lendemain. Je lui dis « N'étiez-vous pas un peu barbouillé devant la jetée de Southend ? Un jour où vous demandiez qu'on vous jette à l'eau ?»« La jetée de Southend, répliqua-t-il d'un air étonné. « Oui, en allant à Yarmouth. Il y a eu vendredi 3 semaines. »« Oh ! Ah ! Oui, répondit-il avec un sourire. Maintenant je me rappelle, j'avais la migraine cet après-midi-là. C'était, voyez-vous, la faute des pickles, les plus ignobles pickles que j'ai jamais goûtés sur un bateau qui se respecte. En aviez-vous pris ? Quant à moi, j'ai découvert un excellent médicament préventif contre le mal de mer, c'est de me balancer. On se tient debout au milieu du pont et quand le bateau roule et tangue, on penche son corps de côté et d'autre, de façon à le tenir toujours vertical. Quand la proue se relève, on s'incline en avant jusqu'à ce que le pont touche presque votre nez. Quand c'est la poupe qui se soulève, on s'incline en arrière. Cela va très bien pendant 1 ou 2 heures, mais on ne peut pas se balancer pendant 1 semaine. Georges dit « Remontons donc la Tamise !» Il affirma que nous aurions air pur, exercice et repos. Le perpétuel changement de paysage occuperait nos esprits, y inclus ceux qu'en possède Harris. Et le maniement des avirons nous donnerait bon appétit et nous ferait bien dormir. Harris répondit que, à son avis, Georges ne devait rien faire qui eût tendance à le rendre plus endormi qu'il ne l'était, car cela pourrait devenir dangereux. Il ne voyait pas trop comment Georges serait capable de dormir plus qu'il ne faisait déjà, étant donné qu'il n'y a que 24 heures par jour, été comme hiver. Et de toute façon, s'il arrivait à dormir davantage, il vaudrait tout autant pour lui d'être mort, ce qui lui économiserait sa pension et son logement.
Harris ajouta qu'à part cela, la Tamise lui irait comme un gant. À moi aussi, elle allait comme un gant. Et Harris et moi déclarâmes tous deux que George avait eu là une bonne idée. Nous dîmes cela d'un ton qui montrait plus ou moins notre surprise de voir George devenu si intelligent. Le seul qui ne fut pas emballé par la proposition était Montmorency. Montmorency n'a jamais eu de goût pour la Tamise. « C'est parfait pour vous, les amis, dit-il. Vous aimez ça, mais moi pas. Ça n'a aucun attrait pour moi. Le paysage me laisse froid et je ne fume pas. Si je vois passer un rat, vous ne stoppez pas, et si je me mets à dormir, vous faites aussitôt des bêtises avec le bateau et me flanquez dans la flotte. Tout cela, si vous voulez le savoir, pour moi, c'est totalement idiot. » Mais nous étions 3 contre 1, et la proposition fut votée. Je vais pas continuer cette lecture, je vais m'arrêter là. Pourquoi ? Parce que le livre est assez court et comme il est assez drôle, j'ai pas envie qu'il passe trop vite. Moi, j'ai le mal de mer à terre aussi. Quand je descends d'un bateau, ça peut durer plusieurs jours. Voilà. C'est sans doute le mal de terre. Mais je ne sais pas. Ça m'est déjà arrivé après une traversée de, je sais plus où en Espagne, jusqu'à Saint-Nazaire. Ça durait un peu plus, je sais pas, le bateau devait partir dans l'après-midi et il arrivait le lendemain matin très tôt. Oui, ça devait être comme ça. Oui, le lendemain matin. Très tôt, non, vers 10h, 9h, 10h. Et j'avais été malade tout le long. Mais j'étais malade 3 jours après encore, alors que j'étais sur Terre. Et vous voyez, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais j'ai pâli comme si j'avais le mal de mer. Voilà, je ne pouvais même plus le lire correctement. C'est intéressant ce que je vous dis là. Il y a un paragraphe que j'ai lu sans trop en avoir conscience, je m'en suis rendu compte. Vous le saurez aussi quand vous l'écouterez. Enfin voilà, je vais m'arrêter là. Une chanson, j'ai pas de chanson. Chanson, non, j'ai pas de chanson là comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que j'ai un poème ? J'ai plein de livres, j'ai des poèmes, oui. Mais non, je m'arrête là. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt.